Oh, je l'ai saisi. D'accord. Merci beaucoup Yannick. Et enfin, il y a Augustin Guizana. Bonsoir Augustin. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous. Augustin est grand reporter, journaliste à la CRTV, à la direction des rédactions TV, chef service politique. Merci d'être venu également. Alors, on va commencer par un fait d'actualité qui ne vous a certainement pas échappé, parce qu'il a fait grand bruit. Dans la matinée du samedi 21 mai, sur l'antenne de Radio France Internationale, le journaliste Jean-Baptiste Plaka, il est chroniqueur à RFI, a fait une analyse du séjour privé du couple présidentiel. Le président Paul Biya était en Occident entre le 14 et le 19 mai dernier. Une analyse qui a provoqué, bien sûr, l'indignation du gouvernement. En effet, dans un communiqué rendu public le 24 mai 2022, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi, a dénoncé les déclarations du chroniqueur de RFI. Le porte-parole du gouvernement estime que, je cite, Jean-Baptiste Plaka, s'érigeant en donneur de leçons, a cru devoir, à travers des élucubrations et conjectures ubuesques, révéler à l'opinion les supposées vraies raisons du court séjour privé que le couple présidentiel camerounais vient d'effectuer en territoire de la Confédération helvétique. Fin de citation. Alors Yannick, je commence avec vous. Y a-t-il dans la chronique de Plaka, que vous avez certainement suivi ou regardé, des éléments factuels, des éléments en sondage, des éléments qui ont une considération nous permettant de comprendre sa démarche? Il y a des éléments factuels, il y a aussi des éléments, des contre-vérités ou bien des imprécisions. D'abord, sur les éléments factuels, c'est que effectivement le président a été en Europe en court séjour privé, ça c'est un factuel, et le communiqué rendu public par le directeur du cabinet civil ne dit pas le contraire. L'autre élément factuel, c'est que le chef de l'État est bien revenu de ce court séjour privé et a présidé le défilé civil et militaire le 20 mai. Par contre, il y a des choses qui sont quand même, on va dire, qui relèvent de la subjectivité de M. Plaka. N'oublions pas qu'il s'agit d'une chronique, et dans les genres journalistiques, vous savez que la chronique, c'est un genre d'opinion, c'est son point de vue. Lorsque M. Plaka, d'abord pour parler d'une imprécision, lorsqu'il dit que c'est le chef d'État le plus ancien au monde, ce n'est pas vrai, puisque, d'ailleurs, on parlera de la CEMAC tout à l'heure, on a le président Théodore Nguema Obiang, qui est en poste depuis 1979, ça fait 42 ans de longévité au pouvoir, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui relève de la subjectivité de M. Plaka, c'est que il parle de la presse helvétique, mais il ne la désigne pas, on ne sait pas, il ne donne pas un titre en particulier, il parle de la presse helvétique, qui suppose que c'est une presse qui est plurielle, qui aurait au moins 2 titres qui se sont intéressés à ce séjour. Et il dit que la presse camerounaise a très peu fait cas de ce court séjour privé en Occident. Et il dit que il révèle les raisons de ce court séjour privé, vous l'avez dit, mais tout ça, c'est pas une nouveauté pour les Camerounais. Oui, j'allais justement poser la question à Dr Owona. Je voulais terminer en disant concernant cette chronique que l'autre chose qui relève de la subjectivité de monsieur Plaka, c'est que il dit et je pense que c'est ça qui a fait sortir le gouvernement de sa chaise, si vous me passez l'expression, il dit que c'est probablement l'un des derniers on va en reparler. Bon, on ne sait pas sur la base de quoi il a dit. On va en reparler tout à l'heure. Je pense qu'on va entrer dans le fond tout à l'heure et je pourrai davantage développer mon Docteur Owona, M. Plaka, c'est pas nouveau, c'est ton impertinent et parfois incisif. Les sorties de M. Plaka sont coutumières, il est coutumier du fait, parce que nous avons vu M. Plaka a déjà montré ce type de comportement avec d'autres chefs d'État africains, que ce soit le président Bongo, les présidents Compaoré, les présidents Bouteflika et bien d'autres présidents en Afrique. Ceci dit, chaque fois que M. Plaka sort, on ne s'attend pas toujours à quelque chose de positif sur les chefs d'État africains ou les pays sur lesquels il pose ses interventions. Toutefois, loin
de remettre en cause le talent immense de ce grand journaliste, M. Placa, ce grand chroniqueur. Il a d'ailleurs été formé à l'ESSIC. Hein? Ah, bien sûr, nul ne C'est un remet produit de l'ESSIC. Ah oui, nul ne remet en cause, surtout, fruit du Cameroun d'ailleurs, nul ne remet en cause le talent immense de M. Placa, mais ce qu'on voit, son talent immense de journaliste est aussi grand que le talent de polémiste dans l'exercice de sa fonction. Yannick le disait tout à l'heure, c'est une chronique, donc il y a une forte dose de subjectivité dans ce qui est dit, mais en journalisme également, on sait qu'il faut quand même vérifier les faits avant de les commenter. Ça c'est un principe. Oui. Alors, Augustin, je m'adresse à vous. On s'imagine que c'est une chronique qui reste quand même sur la ligne du respect de ce que nous appelons habituellement la déontologie et même le professionnalisme en journalisme. Quand vous avez écouté Placa, vous avez sursauté, vous avez dit c'est bien écrit, ce qu'il a dit, c'est bien fait. Oh non, je crois qu'il y a, on l'a déjà dit, c'est beaucoup de subjectivité. Il me semble que cette chronique a été vraiment superficielle. D'abord le contenu, beaucoup de conditionnels, et il me semble qu'il y a des éléments... Peut-être pour mettre des garde-fous dans ce qu'il dit, pour éventuellement... On n'a pas besoin de garde-fous lorsqu'on a des éléments factuels. Ça ne vous dédouane pas d'avoir utilisé un conditionnel dans un texte. Le tribunal ne verra pas que le conditionnel vous épargne de faits pour lequel vous êtes reproché. Et quand je parle du conditionnel, récurrent dans cette chronique, je parle de l'aspect où Placa semblait s'intéresser à l'état de santé du président de la République du Cameroun, pas seulement de ce qu'il qualifie de longévité au pouvoir, mais aussi et surtout au fait, il semblait dire que par exemple, c'était que ça devrait être le dernier voyage du président de la République en Suisse. Sur quelle base un journaliste fut-il renseigné? Peut-il tenir de tels propos? Alors, dans le journalisme, il y a ce qu'on maîtrise comme information sur une personne ou une personnalité. Il n'est pas permis de parler de la santé de quelqu'un. Il n'y a qu'un médecin pour dire que tel ne va pas bien ou tel autre va bien. Il n'y a qu'un médecin légiste pour confirmer que telle personne est morte ou vivante. Il ne relève pas d'un journaliste, fut-il de Radio France Internationale, de venir tenir de tels propos. Est-ce que M. Placa sait qu'en disant cela, il y a ceux qui sont naïfs et qui peuvent croire en ce qu'il dit? Et ça peut ébranler les institutions du Cameroun. Est-ce qu'il le sait? Alors, je me dis qu'à ce moment-là, Placa, je peux même dire qu'il a fait preuve de mauvaise foi dans cette chronique. Alors, lorsque j'ai dit cela, je pense qu'il y a un minimum de respect pour le métier que nous pratiquons. Si Placa s'intéresse, par exemple, à l'âge du président de la République, je crois que l'âge du départ à la retraite en France, c'est 62 ans pour les fonctionnaires. Même dans le secteur privé, vous pouvez demander même la retraite anticipée. Placa, lui, en a 65. Pourquoi il ne demande pas le départ à la retraite et il reste chroniqueur à Radio France Internationale? Pourquoi? Oui, ça ne va pas mettre Placa et le président de la République sur le même plateau. Justement, donc c'est pour dire qu'un journaliste doit rester à sa place. D'accord. Et rien qu'à sa place. Pour ça, sur le départ du couple présidentiel de Yaoundé, à la veille de la fête de l'unité, et Yannick en parlait tout à l'heure, c'est un fait. Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que c'est dit dans la chronique de Placa, qu'il y a eu moins de rétention de l'information, on n'a pas voulu dire aux Camerounais ce qui se passait, parce qu'il dit, allons dans ses propos, il dit, dans le monde aujourd'hui, lorsque vous pensez tenir votre peuple dans l'ignorance des réalités qui le concernent, d'autres se chargent de les lui révéler, souvent sous un angle déplaisant. Est-ce que vous avez eu, comme citoyen, l'impression qu'on ne vous a pas dit davantage ce que le président, là où le président partait, ce qu'il partait faire?
Mais voilà, on a reçu un communiqué du cabinet civil qui, comme l'a si bien dit le ministre, le porte-parole du gouvernement, respectait les canons, les habitudes, les us camerounaises. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours été habitué à ce style-là. Donc pour moi, je ne fais pas de l'herméneutique des communiqués, je savais que le président de la République allait en court séjour privé. Et que, sachant aussi qu'il devait avoir une fête républicaine, le 20 mai, j'étais persuadé qu'il reviendrait avant le 20 mai. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique la sortie de Plaka? Comment vous comprenez ce qu'il a fait? Je veux dire... Je rappelle que vous êtes enseignant à l'ESSIC, donc la communication, vous savez très bien de quoi vous parlez. Je veux dire qu'en fait, M. Plaka, je ne veux pas le dédouaner, en fait, en faisant cette rubrique, il savait bien ce qu'il était en train de faire. Mais maintenant... Vous imaginez que c'était quoi? Je veux dire qu'en fait, lorsque j'ai, je dirais, quand on pose un acte comme celui-là, ce qu'il a fait, ça veut dire que on ne se lève pas un bon matin pour le faire. Ça veut dire qu'on prend le temps, on prend le temps de l'analyse, on prend le temps de la compréhension, et naturellement, je sais, il savait ce qu'il était en train de faire. Ça, je veux dire, moi, je ne vais pas jouer, je ne vais pas me mettre à fouiner dans son passé. Je l'ai apprécié quand il était directeur de publication de l'Autre Afrique. Parce que sur la place parisienne, il nous apportait quelque chose d'autre. Mais sous ce fait-là, je pense qu'il est passé au bord, à côté de la plaque. Alors, parce que c'est une chronique, Yannick, on peut se permettre quelques libertés. Il avait raison de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a des faits, mais il est allé au-delà des faits. Il faut d'abord évacuer un problème. Ouais. On parle de chronique, mais en réalité, pour ceux qui ont suivi cette chronique, entre guillemets, c'est un genre hybride, une espèce d'omni journalistique qui est à cheval entre une interview et une chronique. Mais c'est autorisé dans le métier, semble-t-il. Alors, M. Plaka répond à des questions posées par un confrère, et ce sont des questions on va dire orientées. On va dire orientées. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, de préparé. Maintenant, est-ce que vous me demandez, est-ce que Plaka a eu raison de faire ce qu'il a fait? Parce que c'est un commentaire, c'est des opinions. On a dit c'est son point de vue. C'est son point de vue. Évidemment, quand c'est le point de vue de quelqu'un, il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en contexte, et tout dépend de sa sensibilité par rapport à certaines choses. Je pense qu'il faut bien comprendre deux concepts qui sont très importants pour analyser cette affaire. C'est le rôle politique des médias. Vous avez des médias comme fait public, c'est l'idéal de l'agora démocratique, où les médias, leur rôle, c'est fabriquer l'opinion, éclairer le citoyen pour qu'il pour qu'il fasse des choix politiques éclairés. Et vous avez les médias comme appareil idéologique. C'est-à-dire que le personnel politique, enfin pas le personnel politique, les élites politiques et économiques utilisent un peu les médias si vous voulez, pour structurer un consentement autour d'une idée ou autour des centres d'intérêt. Donc, dans la première catégorie, renvoie à la conception occidentale, libérale des médias. Et M. Plaka s'inscrit dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que, parce que tout à l'heure vous avez posé une question très précise et qui, me semble-t-il, est pertinente, c'est de savoir en fait, est-ce que l'information du directeur du cabinet civil, du ministre directeur du cabinet civil était suffisante au point où M. Plaka pense que il fallait... n'était pas suffisamment informé. Voilà, il n'était pas suffisamment informé et que lui, il pouvait apporter un complément d'information se basant, entre guillemets, sur le récit de la presse helvétique. Vu du Cameroun,
Vu du Cameroun, il n'y a pas de problème. On l'a dit suffisamment. Les Camerounais sont habitués à cette forme d'annonce, court séjour privé du chef de l'État en Europe. Et si vous demandez à la plupart des Camerounais le court séjour privé, ils vont vous dire c'est en Suisse. Donc, sur la destination, il n'y avait pas de problème. Tout le monde savait que c'était probablement la Suisse. Maintenant, sur la raison du voyage, je rappelle que on a beau parler du chef de l'État, c'est quand même encore un être humain qui a le droit de décider d'aller se soigner où il veut. Vous voyez que M. Plaka fait, et j'ai parlé de subjectivité, il fait un parallèle entre l'état des plateaux techniques au Cameroun, ça ne dédouane pas nos gouvernants, et le voyage du chef de l'État pour un check-up médical. Bon, tout ça c'est un peu, on va dire... entre nous journalistes, il a forcé le trait. Il est dans un environnement de liberté. Oui, il est dans un environnement de liberté. Sauf qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il touche la liberté des autres. Parce que là, quand il parle de... Et je reviens, c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Tout le monde voulait qu'on parle de l'incertitude des déplacements futurs du président de la République. En Occident, c'est permis? Je ne crois pas. Avant de parler de l'intervention de Plaka proprement dite, j'aimerais me remémorer un peu d'une sortie du président Mitterrand lors du décès de Pierre Bérégovoy. Justement à cause de cet harcèlement, ce matraquage médiatique qui jette en pâture l'honneur d'un homme. Ici, en l'occurrence, le secret médical d'une personne, physique d'abord, bien qu'elle puisse être un responsable politique, quand le président Mitterrand rappelait même dans cet environnement occidental, cette terre de liberté, cette grande France, ces grands temps de liberté, on sait quand même qu'il y a une certaine responsabilité de la communication publique. Alors, M. Plaka savait exactement quel était l'effet recherché, mais seulement cet effet n'a pas pu passer auprès du Camerounais qui savent mieux que quiconque comment fonctionne leur pays, ce dont ils ont besoin quand une information arrive. Alors il serait important, chaque fois qu'il y ait des sorties, même dans cet environnement de liberté, que M. Plaka essaye de concilier ces différentes formes de liberté. Liberté d'expression, liberté de respect de la vie privée et évidemment liberté de respect ou alors prévention des différentes conséquences que pourraient susciter certaines informations susceptibles d'être sensibles, surtout qu'il n'a apporté aucun fait se rapportant à ceux dont il parle, du moins du point de vue de la maladie ou de la supposée maladie. Alors, le professeur Ngono disait tout à l'heure qu'il ne fouine pas, il ne va pas chercher dans la vie de Plaka, mais nous sommes bien obligés de nous intéresser à ce chroniqueur, à ce journaliste, parce qu'il y a un problème qui se pose. Je le connais aussi à travers le magazine L'Autre Afrique, et même son passage comme directeur de l'information, de la rédaction à Jeune Afrique économique. Ses allers-retours à Jeune Afrique, il est allé plusieurs fois, il est reparti. Mais je lisais un document, c'est Maître Moutangatal, il est du Mali. Il parlait de la transition du Mali. Et au lendemain d'une autre sortie de Jean-Baptiste Plaka, c'était en 2000, il disait que l'éditorialiste et chroniqueur de RFI ne s'informe pas. Il joue au grand clair parce que ses offres au chef d'État de nombreux pays africains francophones pour lui venir en aide avaient échoué. Il fallait remonter l'autre Afrique. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau? Parce que on parle de Jean Plaka aujourd'hui, il n'est pas seul. Il y en a. C'est un phénomène qui est récurrent. Est-ce que ce n'est pas comme on dit, des appels afin qu'on puisse avoir des subventions, on peut donner un coup de main à gauche et à droite? Est-ce que ce n'est pas ça la fonction aussi? Oui, je vais d'abord revenir sur un point, parce que quand vous avez parlé tantôt de la liberté d'expression a des limites. Or, ce que M. Plaquet a fait, il touche, ça veut dire qu'en fait, le respect de la personne est mis en difficulté par sa sortie. D'un autre point, le droit à l'image, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'aller et venir. Tous ces différents droits qui sont aussi des libertés sont pris en grippe
par M. Placa. Sauf que lui, il est dans un contexte où on peut de temps en temps toucher ses libertés sans que cela Non, fasse comme jaser. vient de dire mon docteur Oona, c'est à relativiser. Ça veut dire que lorsque le président Mitterrand sort de Ségon, après le suicide de Bérégovoy, ça veut dire qu'on avait balancé la vie de Bérégovoy dans l'espace public et puis au point où il s'est enlevé la vie. Et puis plus loin, il y a tellement de plaintes en ce lieu, parce que justement, s'il y a des plaintes dans un numéro du Monde, on était même en train de vouloir revoir la question de la liberté de presse. Je ne connais pas, je ne retiens pas le numéro, mais j'ai un numéro du Monde à la maison où il était question qu'on revoie ce principe de liberté de la presse. Parce qu'en fait, il était question de pouvoir faire la part des choses entre les délits de presse et les délits communs. Les droits communs. Alors, C'est vrai. oui. Je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on peut qualifier comme une presse à gage. Si je comprends bien le sens de votre question. Mais moi, je n'ai pas utilisé cette Oui, cette expression-là. oui, on peut la comprendre comme telle. Alors, il faut qu'on aille au-delà. Il faut comprendre quand même le contexte dans lequel la chronique est diffusée. Elle est diffusée juste après la célébration De la fête de l'unité. de la fête de l'unité. Et souvenez-vous que quelques semaines après, certains qui avaient des informations, je ne sais, qui venaient d'où, je ne sais où, alors avaient pensé qu'il ne devrait pas avoir de fête, la célébration ne devrait pas avoir lieu. Mais ça circulait déjà. Et dès que les gens ont vu le président de la République malheureusement, prendre le vol, on s'est dit, il n'y aura plus de fête. Ça circulait avant Placa. effectivement, je crois que Jean-Baptiste s'inscrivait dans la logique de ceux qui pensent qu'ils ont encore à dire sur l'incertitude du lendemain. Ouais. Qu'ils en ont encore à dire. Malheureusement, je crois que c'est mon collègue d'en face qui le disait tout à l'heure, on ne peut pas, comme ça du jour au lendemain, penser connaître une vérité qui n'en est pas une. Si l'objectif n'est donc pas d'avoir quelques prébendes, ou tout au moins d'avoir la bouche fermée, d'où viendrait donc l'idée de prendre une telle chronique, pour moi, qui, en tout cas, qui me laisse à 37 mois, parce que, aller au fond, il n'y a pas d'éléments concordants qui peuvent nous faire croire qu'effectivement, le président de la République, en tout cas, puisque c'est de cette personnalité qu'il s'agit, a quelques inquiétudes pour le moment. On n'en a pas vu. Nous, on l'a vu célébrer la fête de l'unité. C'est un mauvais prophète. Là, je ne parle pas comme journaliste, chef de service politique, je parle comme un citoyen camerounais Mais je voudrais quand qui a même, si vu vous permettez, le président de la République. Et au lieu qu'une chronique soit en train de saluer cette sortie, cette présence, comme la clameur qu'on a vue tout au long de son parcours, aller-retour, du palais de l'unité au boulevard du 20 mai. Quelqu'un s'intéresse. Mais c'est aussi un choix à éditorial. passé. C'est aussi un choix éditorial, Augustin. J'allais justement... Un choix. Allez-y. J'allais y venir Un mauvais choix. en disant, oui, mais bon, enfin, les choix sont tous questionnables. Hein. On est journaliste, on sait ce qui se passe dans les salles des conférences de rédaction. En fait, Augustin a parlé de quelque chose de très important. Il parlait d'écrire sur la peur du lendemain, qui étreint, semble-t-il, beaucoup de personnes. Il faut savoir que le journaliste se repaît du sang, ici comme ailleurs, peut-être plus ailleurs qu'ici, vous me direz. Mais en fait, que fait Jean-Baptiste Placa au lendemain de la célébration de la fête de l'unité? Il cherche un sujet. Il cherche un sujet. Le chef de l'État
et allé en court séjour privé en Europe. Il est revenu, il a présidé le défilé civil et militaire. Le train arrivait à l'heure, il n'y a pas d'info. Alors, lui pense que l'info, c'est de révéler aux Camerounais la vraie raison pour laquelle le chef de l'État était en court séjour privé. Et il parle de sa santé. Il fait un parallèle avec l'âge du président. Il dit qu'il a 89 ans. Il dit que le président a avalé, que ses proches ont fait, que les proches du président lui ont fait avaler, je crois, 14 000 kilomètres en 5 jours. Comme si, pour aller en Europe, le président était allé à dos de chameau et a traversé les dunes du Sahara et a emprunté une embarcation de fortune comme un immigré clandestin. Alors que dans le même texte, on nous dit que le président a l'habitude de s'offrir des voyages plutôt confortables. Vous voyez, ça crée, c'est-à-dire que cette affaire, cette polémique sur l'âge du chef de l'État n'est pas nouvelle. Tout comme les courts séjours privés, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens du temps où j'étais chef service politique à mutation. J'ai moi-même écrit quantité d'articles après que Jeune Afrique ou RFI, je sais pas moi, d'autres médias aient parlé de ces sujets. Sur l'âge du président, en 2018, quand il est élu par les Camerounais, il a 85 ans. Donc la plupart des Camerounais savent quel est l'âge du président. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est la conception. Je vous ai parlé tout à l'heure de médias comme fait public et opposé à médias comme appareil idéologique. En Occident, on estime que le citoyen doit avoir un certain nombre d'informations sur ses dirigeants. Ce n'est pas la conception ici. C'est Blaise Pascal qui disait vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc chacun a ses vérités. Il faut comprendre cette posture de Placard. Moi, je ne vais pas m'inscrire dans la logique de ceux qui insultent. C'est argument contre argument. Il ne faut pas insulter les gens. Ça se comprend, vous êtes d'abord journaliste. Oui, c'est argument contre argument. On n'est pas là pour insulter les gens. Voilà. Non, pour revenir sur l'affaire Placard, moi j'aimerais saluer d'abord le talent. Saluer le talent de M. Placard, qui reste un immense journaliste. C'est un immense journaliste, mais il s'est ici illustré dans un domaine où il n'y a pas trop de succès, à savoir le domaine de la prophétie, et en choisissant un peu le mauvais côté de la prophétie, à savoir la prophétie de malheur. Alors, cette prophétie a été fausse, on s'est réveillé un lendemain, il n'y a pas eu de malheur, il y a eu de bonheur, et tous les Camerounais, mieux que quiconque, sont prêts à faire face à tout ce qui peut arriver dans la paix dans leur pays. Et ils sont mieux informés par leurs autorités et par les médias de leur pays sur ce qui se passe dans leur pays. Alors nous demandons à Placard peut-être d'essayer d'exceller ou de chercher une autre cible pour essayer de trouver des royalties ou alors des ressources pour essayer de financer sa clientèle. Mais c'est vrai, quelque chose que j'ai failli laisser passer sur l'âge du chef de l'État. Il me souvient justement quand Jeune Afrique avait fait sa sortie, je crois le titre c'était le Cameroun, le péril jeune. Vous vous souvenez qu'en 2014, le président tunisien Béji Caïd Essebsi est élu, il a 88 ans. 88 ans. Mais est-ce que vous avez lu le traitement qu'en a fait la presse occidentale? Donc vous voyez que la question d'âge est à géométrie variable parfois. Voilà. Vous voyez un peu. Évidemment, on peut discuter, chacun a son opinion sur l'âge du chef d'État. Les gens sont libres d'avoir leurs opinions. Mais je remarque simplement que lorsque le président tunisien a été élu à 88 ans, le traitement n'était pas pareil. Rappelons à toutes fins utiles une autre affaire en janvier 2017. M. Placard avait donné une information poussant l'ancien président ghanéen à réagir et à menacer de poursuites légales les journalistes qui le diffameraient. M. Placard lui prêtait des propos selon lesquels il aurait appelé, le président John Rawlings aurait appelé l'Union africaine à agir pour déloger le président camerounais Paul Biya, comme la CEDEAO l'avait fait avec Yahya Jammeh en Gambie. Vous voyez que c'est pas... Augustin, c'est pas... Mais en journalisme, on peut dire que c'est des circonstances atténuantes. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est pas des circonstances. Non, aggravantes. Elles ne sont pas atténuantes. Il y a la responsabilité sociale. Alors, il y a au-delà de ça, il y a la responsabilité civile délictuelle. Lorsque vous analysez le microcosme politique en Afrique centrale aujourd'hui, vous voyez bien que ce n'est qu'au Cameroun qu'il n'y a pas fondamentalement des soucis avec les institutions. Quelles que soient les crises que le Cameroun connaît
notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une crise du reste maîtrisée à l'intérieur. Bon. Et même si le Cameroun est attaqué par Boko Haram à l'extrême nord, le Cameroun tient. Ouais. Ce que, en réalité, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et parfois, certains médias que nous connaissons, et nous parlons en tant que journalistes, départ, soit, dit en passant, les lignes éditoriales, devront tout faire pour montrer quand même que nous restons sur une chaise qui est éjectable, ou tout au moins sur des braises ardentes. À tout prix, il faut montrer que cela peut se passer à tout moment. Et je suis convaincu de ce que Plaka et d'autres journalistes de certains médias sont dans cette logique. Pour moi, aujourd'hui, le débat, ce n'est pas sur la chronique de Plaka pour qui nous avons à nous inquiéter du physique de notre président. Non, il est question plutôt, nous autres aussi, journalistes, de montrer quand même qu'effectivement, les choses se passent et de telle sorte que nos institutions fonctionneront et amèneront les Camerounais là où ils veulent aller, c'est-à-dire leur développement. Pourquoi Plaka ne s'intéresse pas à ce qui est fait, à faire rayonner cette unité que le Cameroun venait de célébrer? C'est pas son choix. C'était ça l'événement. Bon, C'est pas ça, son c'est choix. l'événement. C'est votre Alors, point de vue. professeur, vous vouliez parler. RFI avait des envoyés spéciaux Je parlais de. à Yaoundé. Mais je vous fais remarquer que même la presse camerounaise, si vous la lisez régulièrement, il y a eu des traitements divers sur la célébration de l'unité. Il y a des journaux qui ont parlé plutôt des problèmes, des freins à l'unité. Il y en a qui ont célébré l'unité. Donc c'est un point de vue qui peut se discuter. Chacun a son point de C'est vue. des circonstances aggravantes, ce qu'il a fait. Non, moi je vais pas me mettre à juger son acte. Ce que je veux dire, je veux le ramener quand même à l'éthique de la responsabilité. Ça veut dire qu'en fait, le journalisme est l'une des professions ordinales. Et quand on parle de profession ordinale, c'est une profession qui est codifiée, et qui est régulée et qui est appelé à respecter des canons de l'art. Mais dans tout ce qu'il a fait, ça veut dire lorsque vous me dites, parce que un collègue disait que c'était du bavardage qu'il a fait, pourtant c'est ce bavardage qui est en train de nous tenir aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que M. Plaka ait fait du bavardage. Il a fait ce que, Ça ne peut pas être du bavardage, puisque le gouvernement a sorti tout un communiqué de fait. C'est ce que j'appelle la fausse parole. Il a fait la fausse parole. La fausse parole, lorsqu'on lance la fausse parole, on a bien pensé à son affaire. Et cette fausse parole a pour but de soulever le peuple. Par rapport, ça veut dire que, puisqu'il dit qu'il juge que les Camerounais sont gardés dans l'ignorance, il leur donne l'information, sa bonne information, et c'est en vue de quelque chose. Dans une lettre ouverte à Jean-Baptiste Plaka, au lendemain d'une chronique de RFI, le samedi 26 mars 2011, portant sur la notion d'intellectuel, Jean Bosco Talla, il est directeur de publication de Germinal, c'est un journal. Alors, Jean Bosco Talla pense que les prises de position du journaliste Plaka, qui est d'origine togolaise, il faut le rappeler, alors, ces prises de parole sur les multiples crises en Afrique n'étonnent plus grand monde sur le continent. Elles se confondent si souvent avec la position officielle de la France, relayée par RFI. Ces propos donnent souvent l'impression d'être ceux d'un homme qui a mal à sa conscience, pour ne pas dire ceux d'un homme aux prises avec sa propre raison. Fallait-il communiquer quand on regarde cette succession d'écarts de comportement, ce qu'on peut appeler écarts de comportement, qui rentre peut-être dans la logique de la pratique du métier, on peut comprendre, mais faut-il absolument répondre à ce type de sorties médiatiques?
sachant bien que l'individu, ou bien la personne, le journaliste en question, il a l'habitude de se comporter comme ça. Est-ce que ça valait pas la peine de mettre ça sous le boisseau et de passer dessus? Je parle de la communication du gouvernement à ce moment-là. Vous qui êtes spécialiste de ces questions, est-ce qu'il fallait absolument communiquer sur ce fait de Plaka? Sans embâge, je dirais oui. Le porte-parole du gouvernement, à savoir le ministre Sadi, en tant que gardien du temple, est dans son rôle pour ne pas porter la fausse parole, comme disait le professeur, mais pour porter la vraie parole, pour porter la vérité, la vision que l'État du Cameroun, du moins l'État officiel, a sur une question qui pourrait créer un effet au sein de l'opinion. J'aimerais récupérer, prendre à mon corps défendant, l'expression de responsabilité, d'éthique de la responsabilité du professeur. Moi, je voudrais savoir, est-ce que cette sortie, ce droit de réponse du gouvernement n'a pas davantage attiré l'attention du public qui n'était pas, j'imagine, tout à fait informé de ce qui se passait. Beaucoup n'ont pas suivi la chronique en réalité. Bon, mais ça veut dire qu'à partir des agrupages nouveaux, donc des lieux de la fabrique d'ignorance, tels que les réseaux sociaux, les gens ont bel et bien suivi cette fausse parole. D'où je pense que le ministre Emmanuel René Sadi, le porte-parole du gouvernement, est bien dans son rôle. Il a bien fait, parce que surtout, comme lui-même dit, attendre au moment où on est en train de célébrer ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce qui est, je dirais, la fondation de l'identité narrative camerounaise, c'est-à-dire la fête de l'unité. Ça veut dire ce récit. Ça veut dire que nous, on a peut-être le devoir, il est là, le devoir est de le rendre en récit pour qu'il passe de génération en génération. C'est donc notre identité narrative. C'est justement quand on célèbre cet instant, quelques jours après, qu'il sort, il jette un pavé dans la mare. Non, je pense que vu, parce que en fait, quand vous voyez tout ce qui peut se dire dans les réseaux sociaux, et que ça ne reste pas dans les réseaux sociaux, ça veut dire que la parole gouvernementale, à travers le ministre Sadi, respecte aussi ce que j'appelle l'éthique de la parole. Ça veut dire, s'il y a la fausse parole, il y a la parole vraie. S'il y a l'irresponsabilité d'un côté, il y a la responsabilité de l'autre côté. Donc le ministre a pris ses responsabilités pour éclairer les uns et les autres par rapport à cette fausse parole. Alors, c'est vrai, je crois qu'il faut quand même dire que au-delà du simple fait que le ministre de la Communication est dans son rôle, d'abord parce que son chef est attaqué, il devra dire au moins une chose, apporter des éclaircissements sur certains sujets. Mais je pense qu'il fallait même aller au-delà. Aller au-delà. Faire quoi, par exemple? Si les faits de diffamation sont avérés dans les propos de M. Plaka, je pense qu'il fallait aller au-delà et, comme le ministre de la Communication peut, pour l'instant, s'arrêter à clarifier un certain nombre de choses à l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre de choses qui ont été dites sur le chef de l'État et sur le Cameroun. On peut se dire que René Emmanuel Sadi est en droit d'expliquer ce qu'il convient d'appeler quand même des injures de la part du confrère Plaka à l'endroit du Cameroun et de son chef. Mais à un certain moment donné quand même, il y a quelqu'un qui a écrit sur le silence présidentiel. Et je pense que ça, parfois, c'est aussi important. On répond à un imbécile par un coup de silence. Je suis un peu trop dur. François, mais parfois, on peut se taire. C'est lui qui a écrit sur le silence. Donc, je crois qu'à un moment donné, on peut se taire sur ces élucubrations, ma foi. Mais le gouvernement, le porte-parole du gouvernement est dans son rôle. Alors, Yannick, rapidement. Oui, bon, enfin,
vous allez me laisser le même temps de parole que les autres, j'espère. D'abord, une première chose, c'est que il ne faut pas faire d'amalgame. Qui d'autre que le porte-parole du gouvernement pour porter la parole du gouvernement? Donc, le ministre est tout à fait dans son rôle quand il parle au nom du gouvernement. Maintenant, la question que vous avez posée est tout autre. Est-ce qu'il fallait absolument répondre à M. Jean-Baptiste Plaka au regard de tout ce que nous avons dit ce soir ici? Et ma réponse est plutôt non. Non, pourquoi? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser des choses basses mourir de leur propre poison. Quand vous voyez le contexte, la sortie de M. Plaka intervient samedi. Le samedi du long week-end de célébration de la fête de l'unité. Je rappelle que le 20 mai, c'était un vendredi. M. Plaka fait sa chronique un samedi. Le ministre réagit un lundi. Et je pense que le samedi au Cameroun, la plupart le savent, beaucoup de gens vont, qui dans des mariages, qui dans des deuils, au chant, au sport. Donc très peu de gens, contrairement à ce qui a été dit, étaient au courant de cette chronique. Et je vous assure que en préparant cette émission, j'ai fait un petit exercice en interrogeant des confrères sur le moment auquel ils ont, c'est-à-dire le moment ils ont été au courant de l'information. Beaucoup vous apprennent qu'ils étaient au courant à la sortie, après la sortie du ministre de la Communication. Donc, en réalité, comme vous l'avez dit précédemment, c'est la sortie du gouvernement qui a amené les gens à s'intéresser à ce qu'a dit Plaka. Parce qu'en fait, quand vous voyez le communiqué du porte-parole du gouvernement, vous cherchez à savoir ce qu'a dit exactement M. Plaka. Et si vous allez sur le site de RFI, par exemple, vous retrouvez la chronique et en dessous de la chronique, le droit de réponse du gouvernement. Donc, c'est cela. Et moi, je vais dire qu'en fait, parfois, en communication de crise, parfois le silence est plus important que l'action. Parfois, le silence est plus important que l'action. Et dans le cas d'espèce, M. Plaka, s'il avait un dessein, si son dessein était de révéler aux Camerounais une information dans l'espoir peut-être qu'ils allaient se soulever, il a quasiment atteint son objectif puisque aujourd'hui la plupart des gens sont au courant de ce qu'il a dit. Donc moi je pense que M. Plaka, comme Jeune Afrique, comme d'autres médias qui écrivent souvent sur ces sujets, des sujets en rapport avec les courts séjours privés du chef de l'État, son âge, les questions de succession à la tête de l'État, ce sont des sujets récurrents. La succession du président, il y a plusieurs ministres en fonction qui ont été présentés comme des dauphins putatifs du président. Ce n'est pas nouveau, c'est des sources auxquelles nous sommes habitués. S'il faut répondre à chaque fois, je vous assure que de l'autre côté, il y a des gens qui sont prêts à écrire aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, je crois qu'il y a des sujets qui intéressent plus les Camerounais, comme la sécurité foncière avec ce qui se passe à Douala, le pouvoir d'achat, il y a la crise inflationniste, il y a la gouvernance dans le secteur minier, il y a des sujets sur lesquels il y a un besoin d'information plus important que ce court séjour privé du chef de l'État en Suisse. Encore qu'il n'y avait pas de problème particulier, comme je l'ai dit. Le président s'est rendu en Suisse. Il est revenu le 19. Il a présidé le défilé civil et militaire. Full stop. Il n'y avait pas de problème particulier. Donc, alors, je pense quand même qu'il faut juste rapidement, Séverin, il faut quand même préciser que le ministre de la Communication ne rend pas public un communiqué à partir de rien, pas sur le simple fait d'avoir suivi une chronique à RFI. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien le préciser. C'est pas ce que j'ai dit. Et là, bon, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit, mais je précise simplement que c'est sur la base d'un certain nombre de renseignements et d'informations sur l'ampleur, entre guillemets, de cette chronique que le ministre de la Communication réagit. Mais est-ce que vous pouvez nous renseigner aujourd'hui sur l'ampleur que cette chronique a fait? Parce que je vous dis encore une fois, pour la plupart des Camerounais, c'est une tempête dans un verre d'eau. Pour la plupart des Camerounais, vous pensez ça n'intéresse pas grand monde. Ça n'intéresse pas grand monde. Si le président, par contre, s'était rendu en Suisse, n'était pas revenu, il n'avait pas présidé la fête, là, les gens devaient se poser la question, parce que c'est pas coutumier autant pour moi. Les gens devaient se demander, mais qu'est-il arrivé à notre chef d'État? Mais ce n'est pas le cas, c'est ce que je dis. Ce n'est pas le cas. Bon, disons que la sortie du gouvernement a permis de clarifier quand même certains points qui nous échappaient. Cela nous permet également de savoir tout au moins que le journaliste Plaka, il a l'habitude de traiter ce type d'informations. Et nous avons ici, à travers notre échange, compris que c'est son registre en réalité. Il est très coutumier du fait. C'est son registre. Il a certainement ses raisons, mais pour autant, les Camerounais
doivent continuer Mais à c'est ce vivre. qui fait vendre chez eux. Voilà. On dit, je vous ai dit, le journaliste se repère du sang. C'est sale, Donc, vous dites, les journalistes, anti-éthique. les Mais journalistes sont si vous lisez démontés. même la presse camerounaise, je vous assure, il y a des choses nauséabondes. Hein. Si vous lisez la presse camerounaise aussi, il y a des choses nauséabondes. Donc vraiment, Le sang ce n'est fait pas la vendre. première ni la dernière fois que nous aurons ce type de traitement sur le Cameroun. Alors, surtout pour ceux qui veulent être conviés au banquet du pouvoir, vous savez, ça aussi, ça... Oui, bon, parfois on dit qu'il y a des officines derrière tout cela. J'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que si le sujet, si l'attaque, c'est-à-dire se fait à une heure de grande écoute ou de grande audience, à ce moment, moi, je serai le premier à vous dire, il faut réagir. Mais si c'est quelques personnes qui ont suivi... Moi, je dirais tout de même que malgré le fait qu'on reconnaît l'immensité de Jean-Baptiste Plaka, il ferait mieux de mettre en adéquation sa grandeur avec l'éthique. Faudrait pas qu'il soit un génie noir. Bon, n'attendez n'attendez pas. Moi, n'attendez pas de Jean-Baptiste Plaka que ce n'est pas cette émission ni celle qu'on a fait avant ni tout ce qu'on a écrit qui va faire en sorte que changer en réalité. Monsieur Plaka, qui, comme on l'a dit, On devient a pas l'habitude gaucher du jour au de ce lendemain. genre de sortie, il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul. Je vous dis de mémoire de journaliste. Est-ce que vous avez lu tout ce qu'on a dit sur les dauphins putatifs des Quand vous connaissez la réalité, quand vous êtes journaliste, quand vous connaissez la réalité, parfois quand vous lisez certaines choses, vous vous demandez quelles sont les sources. Vous comprenez? Donc il y a des problèmes, à l'évidence il y a des problèmes, mais parfois, comme je le dis, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Prenons les autres faits d'actualité traités dans la presse cette semaine. La revue de presse, c'est Laetitia Ounana. Dans la presse cette semaine, il y a eu cette sortie tonitruante du ministre de la Communication en rapport avec le séjour du chef de l'État en Europe. Inacceptable, martèle à cet effet Cameroun Tribune pour ajouter à la prompte réaction de René Emmanuel Sadi qui dénonce des propos offensants et désobligeants d'un chroniqueur de Radio France Internationale à l'endroit du peuple camerounais et de son président. La même actualité intéresse le quotidien pour qui le chroniqueur de RFI en question est complètement à côté de la plaque. Un qui est bien dans son rôle, c'est bien le ministre de la Santé publique. En visite au CHU de Yaoundé, le docteur Manaouda Malachi s'insurge contre la lenteur des travaux de réhabilitation du centre hospitalier d'après le quotidien. Alors que Santé Nature Info évoque une réhabilitation à pas de tortue pour ce chantier qui rentre dans le cadre du plan triennal d'urgence. Parlant d'urgence, il y en a justement une à puisque Mutation révèle que l'État est en quête de 794 milliards de francs CFA en vue de la construction d'une politique. L'autre événement majeur cette semaine, c'était la sécurisation de la frontière Cameroun-Gabon. Et réalité plus de rassurer qu'aucune menace en la matière ne sera tolérée, selon le communiqué final sanctionnant les travaux de la première session de la Commission permanente de sécurité sur les frontières des deux pays qui a pris fin cette semaine à Yaoundé. Et pendant que cette même semaine se commémorait la solennité de l'Ascension, une lumière surgit sur le pèlerinage à la Mecque avec cette confirmation de la reprise du Hajj cette année, annonce Paula Tanganji, selon le quotidien. C'était sur la scène. Le deuxième tableau de scène de presse, le Cameroun et ses frontières, on dirait que le ciel est sans nuages entre Yaoundé et Libreville, les 3 jours de travaux de la commission mixte permanente sécurité transfrontalière et la deuxième session de la commission ad hoc des frontières entre le Cameroun et le Gabon permettent de l'affirmer
l'administration territoriale pour la Tanganji, il n'existe pas de différents frontaliers entre les deux pays. Augustin, vous avez suivi de bout en bout le déroulement des travaux. On a écouté le chef de la délégation gabonaise, on a écouté le ministre camerounais de l'administration territoriale. Ce n'est pas des déclarations de bonnes intentions, une déclaration d'intention, ou alors on est face à la réalité entre le Gabon et le Cameroun à la frontière. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, on a suivi de bout en bout les travaux. On a suivi d'abord les travaux des experts pendant les 3 jours. Il faut dire qu'à l'ouverture, c'était les 2 chefs de délégation, tout comme à la clôture. Mais ce qui nous intéressait davantage, au-delà des discours politiques, c'était les travaux des experts. Et il ressort effectivement que ce soit au niveau de la commission mixte ou bien la 2e session du comité ad hoc, il ressort effectivement que tout n'est pas rose au niveau de la frontière Cameroun-Gabon, tant il est vrai qu'il n'y a pas un conflit qui oppose le Gabon au Cameroun. Mais la santé de la frontière elle-même est mise à rude épreuve. Il faut l'avouer. L'évaluation faite au niveau du tracé, qui aussi aujourd'hui entre 230 et 298 km, ce tracé-là connaît quelques difficultés parce que les documents disponibles indiquent que le tracé en 1908 pour la 9 en avril, plus de 100 ans après, la frontière, ce qui convient d'appeler aujourd'hui la porosité, a d'autres implications, notamment socio-économiques. Et c'est ce qui a été tout au long des experts qui ont par la suite fait des propositions concrètes et nous allons les évaluer. Oui, il faut dire que cette situation qui justifie un tout petit peu le programme frontière de l'Union africaine, les frontières issues de la colonisation, comme vous avez évoqué, mais dire que le ciel est sans nuages, Cameroun, avec démarcation, ce n'est certainement pas de la fiction. Il faudrait comprendre un peu le concept de frontière. Ce n'est pas à comprendre dans le sens que frontière, avant, c'était des guerres, des affrontements. Essayer d'y apposer des limites après un accord. Ici, il faudrait comprendre qui a été établi par les autres. Ce n'est pas créé, prendre dans le sens que c'est des juristes, et maintenant, il n'y a pas de problème de la frontière, ni de la part du Gabon. Mais il y a, on parle toujours négatif. Nous avons parler des peuples frontières. Vous avez alors la une déjà nous la démarcation, mais ici c'est encore l'approche du monde et synoptique entre le Cameroun et le Gabon, deux frontières. Déjà nous la démarcation en associant à toutes les étapes la population
le caractère des frontières, vu l'électricité qui a été installée et pour fluidifier. La porosité, elle n'est pas dangereuse. Tant qu'il n'y a pas de menace à la sécurité, dans ces espaces, les retrouvent de part. Au cas de ces souverainetés, que des approches par rapport à ce que je veux aussi une question d'éthique. Parce que type de comportement aux communautés qui vivent de part et d'autre. Alors, c'est Cameroun, Gabon, vous avez quelques frictions, Cameroun, Guinée, vous en avez, Cameroun, Congo, il y a toujours quelques frictions. Est-ce que l'intégration, c'est le nœud du discours officiel dans la sous-région aujourd'hui? Il faut promouvoir l'intégration. Avec ces problèmes, ces frictions, tout le temps entre les communautés, on pourra avancer? Oui, en préparant la réunion de l'émission de ce soir, j'ai lu un auteur français, Olivier Abel, qui parle d'une éthique de la frontière. Bon, ce qui est d'abord à saluer, c'est que entre nos États, on est resté dans une perspective éthique parce que on n'a pas encore fait comme dans ériger des murs, qu'on a appelé les murs de la honte. On est dans la délibération, et lorsqu'on est dans la délibération, de voir, parce que la frontière est éthique, parce que c'est un lieu de solidarité. Un lieu de solidarité et intégration qui veut dire que les parts et d'autres de faire, de manière de penser, de manière d'agir, et qu'il faut intégrer. Et ce n'est que lorsqu'on a accepté d'intégrer les manières de faire au Cameroun, il faut intégrer, il faut se sentir solidaire du peuple camerounais en intégrant ces manières de faire. Car c'est lorsqu'on a intégré les manières de faire, les manières de qu'on peut devenir, tout en étant, comme vous l'avez dit, des lieux, des espaces, mais qui peuvent être des lieux aussi. On a l'impression, ne mâchons pas les mots, on a l'impression qu'il y a un espace et qui est un frein réel. Des lieux intégrés, il faut une meilleure circulation des personnes et des biens entre les pays de la CEMAC, par exemple. Alors, ces questions à ouvrir une frontière, à passer d'un pays à un autre, est-ce que cela nous amène, Yannick, à une véritable intégration économique? Il préfère que ça se passe comme ça, qu'on protège un peu avant d'ouvrir, avant de s'ouvrir. C'est son opinion. C'est son opinion. C'est son opinion. J'observe d'abord que, si vous me permettez que cette problématique, qu'il n'y a pas de différents frontaliers. Le Gabon et le Gabon, ça on l'a dit. On adopte des frontières pour justement régler le problème. Une commission mixte transfrontalière. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème de sécurité de part et d'autre. Ces deux commissions sont des instruments de coopération. Ça veut dire que les États ont pris les États qui se parlent. Maintenant, il faut évaluer le chemin parcouru. Et ça me permet de répondre donc à votre question. Quand on évalue le chemin parcouru, on se rend compte qu'il y a un problème. Je vois une conférence extraordinaire. Personne n'est des biens ordinaires. Mais si vous regardez
aussi par rapport à il faut être honnête. Que, au départ, on voulait, c'est-à-dire que les populations ne doivent pas être obligées d'aller à l'hôpital respectif ou prendre des documents de voyage et voyager. On ne fait pas l'intégration de cette façon. On voulait arriver à des situations comme vous pouvez vous déplacer avec votre... Quand même, c'est des zones de conflit permanent. Vous Non, avez... des problèmes, il y a des problèmes un peu partout. Vous pensez entre le Nigeria et le Niger, il n'y a pas de trafic? Il y en a. Le problème de la sécurité transfrontalière est autre. C'est des questions, et d'ailleurs c'était l'objet de ces assises aussi, vous voyez, sécurité commune. Et le préalable, c'est la question sécuritaire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour ça, il faut que les États travaillent de concert. Mais le problème, c'est qu'on a parfois le sentiment que la volonté politique ne suit pas la réalité sur le terrain. Il y a des choses qui sont affirmées par les dirigeants et il y a la réalité, elle, sur le terrain. Quand vous voyez, est-ce que vous êtes déjà allé dans l'un de ces pays-là en empruntant un véhicule? Vous aurez toutes les misères du monde. Oui. Et ça, c'est des réalités. Et ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, quand ils nous entendent dire qu'il n'y a pas de problème, ils se demandent si on vit les mêmes réalités. Bon, je ne partage pas d'embâche ce point de vue déjà, si on essaye d'aller du point de vue géopolitique. Prenons simplement l'élément géographique. Dans les zones de savane, le nomadisme est la règle. Il est plus facile de circuler. Mais ici, on se trouve dans un cas où nous sommes en zone forestière. Les problèmes transfrontaliers, par exemple, liés à la circulation, permettez que accepte que les gens... Il y a la frontière, il y a aussi la forêt chez nous. On y arrive. Voilà. Les problèmes qu'il y a entre le Cameroun et le Gabon, ce n'est pas les mêmes. C'est fluide. C'est fluide de ce côté. Le placement camerounais envers les autres pays du sud équatorial Gabon à prendre certaines mesures. J'ai une expression ici du professeur Ngono qui parlait d'éthique. Quand on va chez l'autre, il faut respecter ses règles. Quand on va chez l'autre, il faut... Si vous arrivez chez l'autre, qui est responsable de l'insécurité, si vous arrivez... Non, je veux comprendre. Arriver. Parce qu'il y a un concept que des gens confondent. Si vous voulez vous installer dans un pays, alors il faut respecter les règles. Il est même réaffirmé. Mais dans son implémentation, il y a des problèmes. Il y a aussi des crises. Et des crises de confiance entre les populations, de contestation. C'est pas le monde des bisounours, mais il est important, surtout pour un pays comme le Cameroun, première économie de la zone, plus de la moitié de la population de la CEMAC, de donner un peu de gage aussi à ses voisins. Ici, je ne parle pas forcément des autorités, mais je parle des... Parce que nous avons aussi une réputation qui nous accompagne. Bon, alors, si vous permettez, en 2 secondes, oui, en 2 secondes, je ne peux quand même pas laisser dire que on a dit qu'il ne l'a pas dit, mais je ne suis pas naïf. Quand il dit que quand on se rend dans ces pays exemplaires, c'est vrai pour tous les peuples. J'observe simplement que il y a une hospitalité naturelle, accueillir nos frères et sœurs de ces pays-là. Mais j'observe aussi qu'il y a un discours prégnant
dans ces pays qui tend à dire qu'en fait, on va les que ce genre de pensée. Ça, c'est la réalité. Quand on dit ça, on a l'impression qu'en fait, malhonnête, que lorsqu'ils se sécurité, ils ont des mauvais comportements. Ce n'est pas... Il y a des brebis galeuses partout. J'aimerais quand même dire que... Augustin, vous laissez... Je voulais tout simplement dire que les responsables de notre région doivent travailler pour qu'il émerge une communauté de valeurs partagées. Dès qu'on aura une communauté de valeurs partagées, tout le reste devrait y aller. Vous venez de parler de ces valeurs partagées. Alors les experts ont constaté que effectivement il y a un problème d'exploitation des ressources qui se pose, d'où la nécessité de faire ces... Et ils ont par exemple soulevé le problème de braconnage ou encore de migration clandestine. Et avec les effets que cela comporte, c'est pourquoi au cours des travaux, les responsables des services de sécurité, que ce soit de la douane du Cameroun ou du Gabon, étaient impliqués. C'était également un moment de les sensibiliser sur effectivement qui enfreignent à la libre circulation entre le Gabon et le Cameroun. Donc je voudrais quand même préciser que, à mon humble avis, que les pays d'Afrique centrale, puisqu'on est dans la logique de l'intégration, pays là, que le Cameroun ne se comporte pas toujours comme une victime résignée. Une victime résignée ou bien l'enfant qui a toujours le bon cœur. Et un incident diplomatique en me référant à ce qui s'est passé il y a quelques mois encore, où des Camerounais étaient expulsés d'un pays voisin. C'est des choses qui ne devraient plus oui, docteur, arriver. Rapidement, et donc je pense que Augustin, le projet pilote, il y a un projet dont pilote, ça concerne cette frontière. C'est le projet financé par l'Union africaine et qui va courir sur les 3 prochaines années, selon le représentant de la communauté des États d'Afrique centrale qui était au cours de ces travaux et qui indiquait que ce projet vise effectivement à aider à la démarcation et d'implanter un mécanisme d'une véritable libre circulation entre les pays. Et je précise qu'il y a le projet concerne 7 frontières, dont le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et la RCA, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, entre autres. Donc, c'est un projet ambitieux. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il manque encore un peu la volonté politique dans cette affaire. Je pense qu'avec un peu plus de volonté politique, on arriverait à une véritable libre circulation. Le Cameroun et le Tchad ont montré le bon exemple. Pas parce que c'est des zones sahéliennes. Je rappelle que dans la partie sud du Cameroun, il y a également la forêt. Et donc, en fait, il suffit simplement que nous comprenions, une fois pour toutes, que nous avons un destin commun. Nous sommes liés par l'histoire. Nous avons de part et d'autre des frontières, des familles. Vous avez des oncles ici. De l'autre côté, vous avez des fils ou des tantes. Vous voyez. Donc, on doit comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Et on doit comprendre que nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble. Cette balkanisation de l'Afrique nous a fait tellement de mal qu'aujourd'hui, si on en est encore à parler du principe de libre circulation des personnes et des biens, alors que ça n'avance pas, je pense que on tourne en rond. Moi, je vais être encore péremptoire. Vous avez ici, chacun a des barrières chez lui, il redoute même les voisins. Tant qu'il n'y a pas la confiance. Ça, c'est au niveau individuel. Nous parlons de la communauté à ce moment-là. Essayer d'aller au niveau de la communauté. Tant qu'il n'y a pas de confiance entre les peuples, moi je vous dis encore, les Camerounais, surtout des nôtres, confondent 2 concepts très importants. La libre circulation et la libre installation. Seulement les Camerounais ? Permettez-moi de finir.
Nous sommes les plus grands bénéficiaires de la zone CEMAC. En ce sens, nous avons le premier marché, nous avons les premières industries, nous avons la moitié de la population et nous pouvons alimenter tous ces pays. Alors c'est à nous de leur donner des gages de confiance pour s'ouvrir. On n'est pas là pour faire des leçons au Gabon, en Guinée équatoriale et autres, mais quand ils trouveront leur intérêt dans l'affaire, alors la confiance pourra être construite. Mais en attendant, quand nous allons chez les autres, respectons-les. Et le boom économique de ces pays justifie aussi grandement l'attractivité de ces derniers pour nos compatriotes. Il ne faut pas se leurrer. S'ils étaient pauvres et sahéliens, nous n'irions pas là-bas. Et quand nous allons là-bas, pour essayer d'apporter la croissance, pour essayer de développer le commerce, alors respectons aussi leurs règles. C'est important et c'est là où nous pourrons tous rayonner ensemble et faire de cet espace un véritable espace de coprospérité et non de faire des jugements de valeur sur leur comportement. Non, mais moi, c'est factuel. Je suis journaliste, je ne parle pas des... Justement, moi, je suis conceptuel. Moi, c'est factuel. Justement, c'est pour aller au-delà de cette conception. Revenons sur les travaux de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière et le deuxième session du comité ad hoc des frontières entre le Cameroun et le Gabon. Sur la frontière commune, écoutons justement les coprésidents des travaux, le Camerounais Paul Atangandji et le Gabonais Lambert Noël Mata. Nous avons relevé l'urgence de renforcer notre collaboration en matière de collecte et de partage du renseignement afin de garantir aux populations des zones frontalières une vie paisible et prospère. Dans cette veine, la conception et la mise en œuvre de projets de développement socio-économique au profit de ces populations constituent un puissant levier pour lutter contre le terrorisme. Dans le domaine de la démarcation et de la réaffirmation de la frontière, nous avons constaté, pour nous en féliciter, qu'il n'existe pas de différends frontaliers entre nos deux pays. Cependant, il convient, comme nous le recommande à juste titre le programme frontière de l'Union africaine et le programme frontière de la CAC, de clarifier le tracé de la frontière dans certains linéaires où celle-ci n'a pas une configuration naturelle. Ce faisant, nous éviterons des zones de chevauchement, de souveraineté et des zones d'insécurité dites zones grises à notre frontière. Un travail remarquable a été fait par les experts aussi bien du Cameroun que ceux de la République gabonaise. Mon collègue et moi avions eu le plaisir d'accompagner nos experts dans les travaux qui ont été effectués. Vous l'avez dit, il n'y a aucun litige, aucun contentieux, fort heureusement, entre nos deux pays. Cependant, nous devons de sécuriser cette frontière commune. Voilà le sentiment qui est le mien au sortir de ces assises. Une feuille de route a été élaborée, cette feuille de route qui décline les actions qu'il y a à faire tout le long de ce tracé. Les zones qui ne l'ont pas encore été faites, été visitées, vont être progressivement jusqu'à la tenue de la prochaine commission qui aura lieu à Libreville. Nous marquons un dernier arrêt, c'est pour recevoir Daniel Menanga qui doit déjà se trouver pas loin de nous. Daniel, bonsoir et merci de nous donner le contenu des unes des journaux qui paraissent demain. Bonsoir Séverin, bonsoir messieurs les invités, aux téléspectateurs également. On va ouvrir cette revue des unes des journaux à retrouver demain lundi ou ce lundi dans les kiosques avec Cameroun Tribune qui parle coopération Cameroun-France sans nuages, reçu vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Christophe Guilou, ambassadeur de France, s'est félicité de la vision partagée sur les grands sujets d'actualité et sur l'état des relations bilatérales entre les deux pays. Le quotidien parle également d'une autre actualité. Pèlerinage à la Mecque, ce sera 3 294 000 francs CFA pour le Hajj 2022. Synthèse faite par le quotidien après la publication du communiqué du ministre de l'administration territoriale récemment.
L'œil du Sahel en parle également pour parler de cette augmentation du prix qui fâche. On rappelle, le pèlerinage a connu un arrêt au plus fort de la crise sanitaire due au Covid-19. D'autres réactions à lire donc dans les colonnes des journaux L'œil du Sahel et Le Quotidien. Econews parle évidemment d'économie avec la préparation du budget 2023, les prévisions à la loupe, la première session du comité interministériel d'examen des programmes CIEP. Des exercices 2023-2025 débutent ce lundi à Yaoundé sous son nouveau format, travaux qui vont donc durer 10 jours. Eco Matin revient sur l'emprunt obligataire Cameroun 2022, ils ont réussi à la une. À la recherche de 200 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC pour financer des projets de développement sur l'exercice 2022, l'État du Cameroun a finalement pu collecter un montant de 239 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 119 000%. Pour Défi Actuel, c'est une prise record et ce grâce à la crédibilité de la signature du Cameroun. Puis Défi Actuel qui parle également de l'urbanisation. La voie de contournement de Yaoundé va générer 4 145 milliards de francs CFA en 30 ans. Mutation parle de tout un autre sujet, pétrole camerounais. Ce serait donc un puits de corruption avec des aveux de pots de vin et des réactions à lire dans les colonnes du quotidien de la South Media Corporation, Dikolo Bali. La mobilisation paye, Barreau, le duel Momo-Yondo. Et pour finir, intégration, CEMAC-CEAC, la fusion n'est pas à l'ordre du jour. Déclaration donc du journal Intégration qui ajoute que les présidents des deux commissions viennent de se rencontrer en tête-à-tête le 26 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale. La nationalisation ne figure pas parmi les sujets abordés. La maquette de la nouvelle communauté est pourtant dessinée. Ces 13 textes organiques transmis aux États et aux institutions sous-régionales depuis juillet 2015. Voilà pour l'essentiel qu'on avait pour vous ouvrir l'appétit pour aller dans les kiosques. Merci beaucoup Daniel. Nous souhaitons une bonne semaine. Nous souhaitons une bonne semaine, surtout beaucoup de courage. On vous retrouve dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons boucler cet échange en disant bien sûr que protection, oui, protection des frontières, peut-être parce qu'il faut contrôler ce qu'on a, mais pour faciliter l'intégration économique, il faut davantage ouvrir, pas seulement pour le Cameroun, docteur. Je dirais qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'intégration sans sécurité. Tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on accueille sur son territoire, tant qu'on n'est pas sûr de ceux avec qui on est en partenariat, alors on ne peut pas leur ouvrir tous les champs de notre pays. Le principal pays qui est le principal gagnant potentiellement de l'intégration en zone CEMAC, que je prédis encore avoir beaucoup de beaux jours, c'est le Cameroun. Yannick, il a le plus grand marché, il faut davantage ouvrir alors quand même. à lui de mobiliser sa puissance économique, son dispositif pour convaincre les autres et de se renforcer dans une zone intégrée et réussie. Bon, moi je suis un optimiste. Moi je crois qu'il faut aller à la libre circulation des personnes et des biens. Il faut se faire confiance. Et la confiance ne se décrète pas si on ne travaille pas à se faire confiance. Pour travailler à se faire confiance, il faut d'abord partir de l'idée que l'autre n'est pas mauvais en soi. Donc si on est dans le discours de attendez, on va d'abord mettre la sécurité partout et puis on va laisser les gens venir, on ne construira jamais l'intégration. Oui, il faut viabiliser. Entre le Gabon et le Cameroun, des résolutions ont été prises, notamment au niveau des cours d'eau Aena et Koum. C'est dès maintenant, il s'agit simplement pour les gouvernements gabonais et camerounais d'acter pour que cela soit un peu plus efficace. Professeur, l'éthique, toujours l'éthique. Ah oui, moi j'ai parlé d'une intégration sans éthique ne peut aller nulle part. C'est-à-dire que pour bâtir une communauté de valeurs partagées, il faut la fonder sur l'éthique. Mesdames, Messieurs, nous avons été contents de savoir que vous êtes nombreux à regarder toujours ce programme le dimanche.
Merci une fois encore. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir et bonne suite des programmes sur la CRTV.